Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce tout nouveau format qu'on vous a concocté, moi et petit chef. Et on va faire des rétrospectives de la carrière des plus grands mangaka connus. Et pour ce premier numéro, on va prendre The Boss, notre messie à tous, l'élu. On va bien sûr parler d'Akira Toriyama. Sama, ouais je rajoute le Sama, je le respecte quelque part, ouais. Mais avant de commencer, vous allez aller nous follow sur Instagram, TikTok, Twitter et Twitch, bien évidemment. Et tu mets ton pouce bleu, mais oui, mais oui. Et si vous êtes intéressé par la pop culture en général, on vous invite à nous suivre sur notre seconde chaîne, Spatule Bros. On décortique l'actualité, on réagit, c'est trop bien. Ouais. Bref, c'est parti pour la petite rétrospective de la carrière de mangaka d'Akira Toriyama. Alors attention, on précise tout de suite, cette rétrospective ne va pas être exhaustive, on va prendre juste les moments vraiment marquants de sa carrière. Ouais. Donc on va pas forcément parler de sa carrière hors manga. On sait très bien qu'il a été chara designer pour de nombreux jeux vidéo, mais comme c'est pas vraiment du manga, on va pas vraiment en parler. Ouais. Né le 5 avril 1955 dans la petite ville de Kiyosu de la préfecture d'Aichi, une petite ville campagnarde tout à fait sympathique qui font un petit ramen. Vous m'en direz des nouvelles, non je déconne, j'y suis jamais allé. C'est dans cette ville que Toriyama et sa grande sœur ont grandi, élevés par un père mécanicien d'où Toriyama tirera sa passion pour les engins motorisés, et élevé aussi par une mère dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'elle est capable d'accoucher de grands génies. Ouais. Depuis son plus jeune âge, il est passionné par le dessin et a été grandement influencé par les productions de son époque, notamment les 101 Dalmatiens de Disney ou encore Astro Boy du maître Osamu Tezuka. Lors de ses études, il s'est dirigé vers des études de design pour lui permettre un peu d'exercer sa passion du dessin. Alors par contre, quand il faisait du design, c'est du design industriel. Attention. Et quand il a eu 20 ans, il a trouvé son premier job dans une petite entreprise de Nagoya, qui est aussi dans la préfecture d'Aichi. D'ailleurs, à Nagoya, il y a un petit bar qui te sert un saké, mon gars. Non, je déconne, j'y suis pas allé. Toriyama quitta son emploi au bout de 2 ans et demi, parce qu'en fait, il commençait à s'ennuyer, il commençait à subir un petit peu la routine, et puis il s'est dit, tiens, pourquoi je ferais pas mangaka? Évidemment, aujourd'hui, son talent et sa créativité ne sont plus à démontrer, mais il ne faut pas croire pour autant que ça a toujours été le cas. En réalité, il n'a pas vraiment rencontré le succès tout de suite, loin de là. En 1977, la plus grande maison d'édition du Japon, la Shueisha, organise un concours, le Monthly Young Jump Award. Ce genre d'événements sont assez fréquents au Japon, hein. C'est des petits concours organisés pour dénicher les talents de demain et les futures licences à succès. Hashtag capitalisme, tout ça. Mais si tu connais le manga Bakuman, t'es au courant un peu de ce fonctionnement de petits concours. Oui. Et c'est donc à l'occasion de l'édition 1977 de ce concours que Akira Toriyama présenta son travail, ainsi que ce qu'on peut considérer comme étant le premier véritable manga signé de sa main, Awawa World. L'histoire de 2 samouraïs de l'époque féodale qui font la rencontre d'extraterrestres et d'un ersatz de Superman. Malheureusement, il est aujourd'hui impossible de retrouver l'œuvre dans son intégralité. Mais grâce à quelques passionnés, il est encore possible de trouver quelques pages, et on y voit clairement le style de Toriyama. Des personnages parodiques et cartoonesques, de l'humour absurde et grivois, et surtout un mélange d'univers et d'anachronismes qui sont en quelque sorte la signature de Toriyama. Avec Awawa World, contre toute attente, Toriyama ne remportera pas le concours et ce manga ne sera jamais publié dans le commerce. Cependant, Awawa World a été republié une seule et unique fois dans les numéros 4 et 5 de la newsletter bimensuelle du fan club d'Akira Toriyama sorti en 1983. Oui, alors le gars a dû attendre de ses pairs pour avoir un fan club et pour pouvoir republier sa merde. Voilà. C'est assez intéressant à noter comme histoire. Certaines pages originales de l'œuvre ont été exposées à l'occasion de l'exposition Akira Toriyama Exhibition qui a fait le tour du Japon dans les années 90. Suite à cet échec, il a retenté le concours l'année suivante en 1978 auquel il a présenté son manga Mysterious Rain-Jack. Un manga encore une fois humoristique qui se présentait comme une parodie du Star Wars de George Lucas. Mysterious Rain-Jack fut disqualifié du concours à cause de son statut de parodie, provoquant la crainte d'une violation des droits d'auteur. Ce second échec permet malgré tout à Toriyama de se faire remarquer, et quelque temps après le concours, il reçoit l'appel d'un certain Kazuhiko Torishima, un éditeur de Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Torishima!
aka la légende, aka Monsieur Shonen Jump. Attention là, le gars il s'est fait repérer sérieux là, pas n'importe qui. Ce dernier l'a encouragé à continuer à dessiner et à ne surtout pas abandonner. Et quelques mois après un appel qu'il aurait passé à Toriyama, et ben Toriyama a enfin pu sortir un autre manga qui s'appelle Wonder Island. Grâce à l'appui de Torishima, Wonder Island a été publié dans le numéro 52 du Weekly Shonen Jump paru en novembre 1978. Et nous raconte l'histoire d'un pilote kamikaze de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve après un crash sur une île paumée peuplée de gens chelous. Il tente désespérément de rentrer au Japon, mais il fait la rencontre de P-Man, un espèce de Tarzan avec des lunettes de soleil et des super pouvoirs. Ce dernier essaye de l'aider, mais il finit juste par provoquer des catastrophes jusqu'à finir par la transformation du pauvre pilote en volaille. Wonder Island est une histoire courte de 16 pages qui a permis au jeune mangaka de faire son premier pas dans le monde de la bande dessinée. Malheureusement, Wonder Island ne connut aucun succès, ce qui ajoute un échec supplémentaire à la toute jeune carrière de Toriyama, mettant un énorme coup au moral de ce dernier. Pour rappel, à cette époque, Toriyama a que 23 ans et il se retrouve un peu sans revenu ayant quitté son emploi dans l'année. Et il envisage très sérieusement de mettre un terme à sa courte carrière de mangaka, parce que ça rapporte pas de pépettes. Mais Torishima ne cesse de l'encourager et continue à le diriger, à le guider pour qu'il continue et n'abandonne pas son rêve. C'est alors qu'en janvier 1979 que Akira Toriyama revient une fois de plus dans le Weekly Shonen Jump avec Wonder Island 2, qui cette fois-ci nous raconte l'histoire d'un inspecteur de police parodiant Dirty Harry de Don Siegel sorti en 1972 avec Clint Eastwood, qui doit poursuivre un criminel qui s'est réfugié sur la fameuse île. Il débarque sur l'île grâce à un bateau conduit par une parodie de C3PO et fait la rencontre de P-Man, qui va encore faire n'importe quoi une fois de plus. Le policier va se faire littéralement démonter sur l'île et rentrer chez lui complètement cassé. Encore une fois, Toriyama nous a sorti une histoire complètement loufoque qui n'a ni queue ni tête et qui encore une fois a fait un four, mais alors monumental. Et rebelote, il a voulu arrêter sa carrière de nouveau, mais il a été encore une fois encouragé et poussé à continuer par Kazuhiko Torishima qui continuait à croire en lui. Il a d'ailleurs avoué dans les pages bonus de son recueil d'histoires courtes numéro 1 avoir envoyé plus de 500 pages à l'époque à la Shueisha, 500 pages qui ont toutes été refusées. Coup dur, coup très dur là, coup critique. Après toute une année d'échecs successifs, Torishima a demandé au mangaka de produire une nouvelle histoire avec cette fois-ci un protagoniste féminin, une jeune femme. Akira Toriyama finira par accepter à contre-cœur, ce qui donnera lieu à son premier succès, Gyaru Keiji Tomato, ou l'inspecteur Tomato en français. Ouais, j'avoue, en français ça fait pas rêver. Histoire courte qui nous raconte l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein du poste de police de Yoikora, Akai Tomato, littéralement tomate rouge, tout juste âgé de 18 ans, affecté en tant qu'inspecteur, ce qui surprend les autres policiers du poste. Le commissaire fait alors remarquer qu'il se trouve dans un manga dont tout est possible, et évidemment, elle fait n'importe quoi. Elle utilise la radio de communication comme un karaoké, elle n'écoute pas ce que lui disent ses collègues, et elle va même jusqu'à arrêter un mec qui a fait un excès de vitesse pour lui faire payer une robe en guise d'amende. Lors d'une patrouille avec son collègue Slump, Tomato fait accidentellement la rencontre d'un criminel recherché. Au lieu de suivre le protocole, elle n'en fait qu'à sa tête et provoque une situation qui n'a absolument ni queue ni tête. Le criminel prend un enfant en otage pour s'en sortir, et en réponse, elle prend un chat qui passait par là en otage pour lui dire « moi aussi je peux le faire ». Le criminel ne comprend rien du tout à ce qu'elle fait, et son collègue non plus d'ailleurs. Mais grâce à la confusion générale, ils parviennent à arrêter le bandit, et Tomato gagne le respect de ses collègues. Avec cette histoire, Toriyama est enfin parvenu à obtenir un succès. Succès très léger, mais succès quand même. L'inspecteur Tomato a été le premier manga du maître à finir bien classé dans les sondages du Jump. Avec son personnage féminin naïf et expiègle qui provoque des catastrophes en voulant venir en aide à son prochain, Toriyama avait trouvé là son fer de lance pour attirer les lecteurs. C'est donc fort de ce petit succès que Toriyama reprendra un peu espoir et confiance dans sa future carrière, ce qui lui donnera l'élan nécessaire pour créer son véritable premier succès mondial, international, cartonesque de ouf. Je parle bien évidemment de Dr. Slump.
En janvier 1980 sortait dans les pages du Weekly Shonen Jump le premier chapitre du manga qui fera décoller sa carrière, Dr. Slump. Paru dans le Weekly Shonen Jump de 1980 à 1984, le manga nous raconte l'histoire du docteur Senbei Norimaki, surnommé Dr. Slump, un inventeur de génie qui passe son temps à créer des inventions à la fois extraordinaires et farfelues. Il crée absolument tout ce qui lui passe par la tête, des lunettes pour voir les êtres vivants tout nus, une machine à voyager dans le temps ou encore un avion propulsé au cola. Un jour, il se lance dans la création d'un gynoïde de jeune fille de 13 ans, et il décide de l'intégrer dans son village en la présentant comme sa petite sœur Harale. Il essaye de lui apprendre à bien se comporter en société, mais cette dernière est dotée d'une puissance démentielle et fait n'importe quoi avec. Elle court tellement vite et est tellement résistante qu'elle percute des voitures et les réduit en pièces. Elle saute tellement haut qu'elle éclate des avions en plein vol, et elle est tellement forte que quand elle botte le cul des méchants, ils décollent tellement loin qu'ils atterrissent au beau milieu de l'Afrique. Pour la faire passer pour une petite fille normale, le Dr. Slump décide donc de l'inscrire à l'école. De par sa méconnaissance de la vie humaine, Harale est complètement naïve et prête à croire n'importe quoi. Voir son ami Akane lui fait croire que boire du saké lui fera avoir des gros seins, alors elle s'enfile le cul avec une bouteille. À force de regarder la télé, elle est persuadée que les lézards deviennent aussi gros que Godzilla à l'âge adulte. Sa naïveté donne lieu à des situations qui n'ont absolument aucun sens. Et c'est ce ton décalé et parodique qui ont permis à Toriyama de connaître son véritable premier vrai succès avec Dr. Slump. À tel point que Harale est devenu un personnage culte de la culture manga, faisant par la suite des apparitions dans d'autres œuvres du mangaka, telles que ses histoires courtes et évidemment Dragon Ball. Dr. Slump a également eu le droit à une première adaptation animée par le studio Toei Animation en 1981 et a comporté 243 épisodes. Le manga est paru dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 1984, et malgré le succès, Toriyama est quand même revenu à ses premiers amours, les histoires courtes. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter une petite anecdote. Dans une interview qu'il avait donnée à la télé, Toriyama, tellement il était devenu célèbre, et ben il y a une animatrice qui lui pose la question: « Vous ferez quoi après Dr. Slump ?» Et lui fait: « Oh, je ferai des petites histoires courtes, tranquilles, parce que j'ai plus trop envie de faire des gros succès, parce que c'est beaucoup de pression et de célébrité, et puis de toute façon, ça arrivera jamais que je fasse un plus gros succès que Dr. Slump. » Et après il a sorti Dragon Ball, le gars, je veux dire, trop fort. Pendant les 4 années de parution de Dr. Slump, Toriyama a continué à bosser sur d'autres mangas en parallèle, et ces mangas sont sortis sous la forme de 3 recueils d'histoires courtes. Parmi ces histoires courtes, on peut en retrouver plusieurs qui ont connu un certain succès, notamment Paula Heroid, qui lui a permis de gagner le prix du meilleur mangaka du Shonen Jump en 1981, ou encore Pink, sorti en 1982, qui a eu le droit à une adaptation au court-métrage d'animation de 30 minutes. En 1984, Toriyama sortait le manga de sa vie, l'œuvre de sa vie, le manga de légende, le manga qui inspirera tant et tant d'héritiers, le manga qui a fait grandir plusieurs générations, Dragon Ball. Mais saviez-vous que cette œuvre légendaire a connu ses prémices en 1983 dans non pas une, mais 2 histoires courtes? En réalité, Dragon Ball reprend des éléments récurrents d'à peu près toutes les histoires courtes de Toriyama. On peut prendre l'exemple de Cashman, le super-héros qui vous sauve la vie en échange de quelques sous, qui peut être largement considéré comme le prototype de celui qui deviendra bien des années plus tard le célèbre Grid Saiyan Man. Avec la dégaine de Power Rangers, les répliques de justiciers accompagnés de chorégraphies pourries, tout est là. Et si on compare la personnalité des différents personnages de Dragon Ball, on peut s'amuser à trouver des similitudes. Par exemple, on peut retrouver un peu de Yamcha dans le personnage de Roid, du manga Paula Heroid, et également le héros du manga Madmatic. Et ces similitudes ne concernent pas que les personnages, mais aussi certaines mises en scène. Tout le monde se souvient de la scène où Yamcha voit par accident Bulma qui prend sa douche. Et bien cette scène, on la retrouve dans un paquet des histoires courtes de Toriyama. Dans Shobit, Pink, Dragon Boy, les aventures de Tongpu, et c'est même un gag récurrent du manga Go-Go Hackman. C'est à se demander si Toriyama serait pas un petit peu voyeuriste sur les bords, avec une préférence pour les jeunes femmes qui prennent leur douche. Mais comment lui en vouloir, petit coquin, va. On vient de voir que Toriyama aime beaucoup faire des auto-références, mais il y aura 2 histoires courtes qui seront vraiment le point de départ de ce que sera Dragon Ball. Dragon Boy et Tongpu Daiboken. Toutes 2 trouvables dans le second recueil des histoires courtes. La première, Dragon Boy, est une histoire courte en 2 parties qui a été publiée en juin et en octobre 1983 dans le magazine Fresh Jump de la Shueisha. Alors pour la petite info, le Fresh Jump est un magazine de prépublication bimensuel qui a existé de 1982 à 1989.
Dragon Ball nous raconte l'histoire de Tang Tong, un gamin qui vit en ermite avec son maître dans des montagnes perdues au fin fond du pays de Sen. Alors qu'il s'entraîne dur, son maître l'interrompt pour lui confier une mission importante. Il doit escorter la princesse du pays de Ka, qui s'était exilée pour éviter la guerre mais qui doit désormais rentrer chez elle parce que la paix est revenue. Pour l'aider dans sa quête, son maître lui confie une boule de cristal. Il la présente comme étant un trésor ancestral du dragon Long Pao, et lui dit que s'il est en danger, il n'aura qu'à concentrer son énergie dans la boule pour y faire apparaître un dragon. Tang Tong et la princesse partent donc pour un long voyage qui leur fera faire tout un tas de rencontres. Un jour, la princesse demande à Tang Tong s'il a des parents. Ce dernier répond qu'il a été abandonné parce qu'il est un monstre. Il est né avec une paire d'ailes dans le dos, c'est pour cette raison qu'il vit à l'écart de la société en n'ayant été élevé que par son maître. De ce fait, il est totalement inculte et naïf. La princesse est d'ailleurs la toute première femme qu'il rencontre. Et là, on commence déjà à voir les similitudes avec les débuts des aventures de Son Goku. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors de leur voyage, ils font la rencontre d'un monstre qui ressemble à un dinosaure et qui veut bouffer la princesse. Ils font la rencontre aussi d'un chat métamorphe qui se sert de son pouvoir pour faire des sales coups, et un robot tueur tout usé avec un crâne de xénomorphe. Tous ces événements-là ont leur équivalence dans les premiers volumes de Dragon Ball. Le ptérodactyle qui kidnappe Bulma dans le tome 1, les premières rencontres avec Oolong et Plume, et le robot pirate de la base sous-marine de l'arc du ruban rouge. Et la liste des ressemblances et inspirations pourrait continuer, mais vous avez compris l'idée. Ouais. On passe donc à la seconde histoire, Tongpu Daiboken, qui a été publié dans le numéro 52 du Weekly Shonen Jump en 1983. Le manga nous raconte l'histoire d'un garçon cyborg appelé Tongpu, qui est envoyé depuis la Terre sur une planète extraterrestre afin de l'étudier dans un but de développement planétaire. Après un sommeil cryogénique de 5 ans, il est réveillé par son vaisseau en plein milieu de l'espace. Tongpu, croyant avoir enfin atteint sa destination, se prépare tranquillement à débarquer. Au moment de sortir, il se rend enfin compte que son vaisseau n'a pas atteint la planète et que ce dernier l'avait sorti de son sommeil à cause de la défaillance d'un moteur. Tongpu, ne s'étant pas rendu compte assez tôt du problème, se retrouve obligé de quitter son vaisseau en urgence, parce que le moteur va exploser. À bord de sa navette de secours, il erre à la recherche d'une autre planète où il pourrait atterrir et finit par en trouver une. Cette planète est couverte d'eau, comporte tout un tas de petites îles et a une atmosphère respirable, ce qui fait d'elle une planète parfaite pour la vie humaine. Il décide de partir explorer le territoire et il se rend compte que cette planète est peuplée de créatures, lui confirmant donc l'existence d'extraterrestres. En continuant son investigation, il finit par tomber sur un vaisseau spatial échoué dans l'eau. En le regardant de plus près, il comprend que c'est un vaisseau humain et que vraisemblablement une attaque semble être à l'origine de son état. Sachant que le vaisseau devait comporter un équipage de 3 membres, Tongpu décide de partir à leur recherche. Il finit par tomber sur la dernière survivante de l'équipage, Plamo, qui lui confirme que son équipe a bien subi une attaque d'extraterrestres et qu'elle est coincée ici depuis un long moment. Il lui demande si les ennemis en question sont toujours présents sur la planète et elle lui répond qu'elle les a vus passer il y a peu de temps. Tongpu décide alors d'aller voler leur vaisseau pour qu'ils puissent rentrer sur Terre. Le lendemain, il se rend donc au vaisseau des extraterrestres, mais Tongpu constate que ce vaisseau est inutilisable par des humains et décide de le faire péter pour venger l'équipage. Au même moment, Plamo n'en fait qu'à sa tête et elle se fait attraper par l'extraterrestre responsable de la mort de ses compagnons. Ce dernier voulant la dévorer, Tongpu la sauve en lui pétant la gueule et lui fait finalement exploser son vaisseau. Suite à ça, Plamo, désireuse de rentrer sur Terre, propose à Tongpu de rentrer grâce à sa navette. Ils s'envolent alors à la recherche de leur Terre en espérant tomber sur un autre vaisseau en chemin. Avec cette histoire, on fait encore face à une multitude d'éléments qui rappellent les éléments de Dragon Ball, notamment l'apparence des personnages principaux qui font clairement penser à Goku et Bulma. Leur première rencontre commence d'ailleurs de la même façon. Bulma a mitraillé Goku tout comme Plamo a mitraillé Tongpu. Tongpu a été envoyé sur une planète dans un but de développer la vie humaine alors que Goku a été envoyé avec pour objectif présumé de la détruire. On peut également voir la toute première apparition des capsules, qui ne sont pas tout à fait comme dans Dragon Ball parce que leur activation est légèrement différente. Et évidemment, le contexte, l'histoire et le comportement de Plamo font clairement écho aux événements de l'arc Namek. Grâce à ces deux histoires, Toriyama avait réalisé encore une fois un tour de maître. Quelques années auparavant, il avait réussi à capter l'attention du public avec Inspecteur Tomato qui lui servira de base pour développer son projet de Dr Slump. Et il a encore une fois appliqué la même formule, la même technique avec Dragon Boy et Tongpu Daiboken, ce qui lui a permis de donner naissance à non pas un petit succès sympathique, mais à un des plus gros succès de l'histoire du manga, qui le fera rentrer directement au panthéon des mangaka qui l'ont lui-même inspiré dans sa jeunesse. Et ça c'est beau. En 1984, Akira Toriyama débuta Dragon Ball, l'œuvre de sa vie, de sa légende. Ouais. Dragon Ball a été publié dans le Weekly Shonen Jump de 1984 à 1995, 11 ans de parutions hebdomadaires qui ont eu lieu pendant une période particulière dans le monde du manga.
En effet, beaucoup de lecteurs considèrent que du milieu des années 80 à la fin des années 90, le Shonen Jump rentrera dans son âge d'or. C'est en effet une période qui a vu naître des œuvres qui sont considérées comme cultes aujourd'hui. Dragon Ball, Hokuto no Ken, Captain Tsubasa, Jojo Bizarre Adventure, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, Saint Seiya, City Hunter et plein d'autres, tous sont nés à cette période. Mais Dragon Ball a su s'imposer en maître jusqu'à la fin. Et ouais, à l'époque, Dragon Ball a tout niqué alors qu'il y avait de la vraie concu en face, hein. C'est pas comme One Piece aujourd'hui, hein. Bing bing. Je ne vous ferai pas l'affront ici de vous résumer l'histoire de Dragon Ball. Et évidemment, Dragon Ball n'a pas été sa dernière œuvre, loin de là. En parallèle de sa parution, Toriyama a continué à nous écrire des histoires courtes, dont la plupart ont été publiées et compilées en volumes reliés. Il a également participé à la création d'une des plus grandes licences de JRPG, Dragon Quest. Et il a réalisé diverses collaborations, notamment avec Masakazu Katsura, créateur du manga Z-Man, dans un autre recueil d'histoires courtes qui s'insère dans ce que Toriyama a baptisé comme étant la saga de la patrouille galactique, qui comporte également le one-shot dédié à Jaco le patrouilleur galactique, que l'on peut retrouver dans Dragon Ball Super. Je pense vous avoir suffisamment parlé de la carrière du maître. Alors bien sûr, il y a des événements de sa vie qu'on a passés sous silence, parce que c'était pas forcément très intéressant d'en parler, genre que son fils il s'appelle Sasuke, bon, on s'en bat les couilles. C'est pourquoi je vous invite à vous intéresser à la carrière de ce mangaka exceptionnel, en complétant cette vidéo en faisant vos propres recherches. Oui. Akira Toriyama a, grâce à ses œuvres, inspiré énormément de grandes œuvres comme Naruto et tant d'autres et a fait rêver des millions de gamins à travers le monde. Qui n'a jamais tenté de faire un Kamehameha ou de se transformer en Super Saiyan ? Bon, personnellement, ça fait plus de 20 ans que j'essaie et j'ai jamais réussi, mais c'est pas grave parce que mes enfants tenteront l'expérience. Ouais. Si dès mon plus jeune âge j'ai plongé dans l'univers fascinant et palpitant des mangas, c'est en grande partie grâce à Dragon Ball. C'est ce manga qui m'a transmis la passion, passion que j'ai transmis à mon frère, et passion qui nous a fait aboutir à la création de cette chaîne YouTube et qui a bouleversé à jamais nos vies. Et ta vie aussi, parce que je sais que lire cette chaîne, regarder cette chaîne, ça a changé ta vie. Ouais, on est des guides quelque part, des guides de la passion. Et c'est pour ça que je remercierai jamais assez le grand Toriyama-sama de nous avoir offert ce chef-d'œuvre qu'est Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la vie. C'est beau, putain. Ouais. Bon après, c'est pas pour autant qu'on va laisser passer Dragon Ball Super, sale bâtard. On sait où t'habites, on va te péter, Toto, on va te péter. Non, je déconne, c'est de l'humour, Mais fais gaffe quand même.